Donc, je vais utiliser dans un premier temps un montage PowerPoint que vous pourrez voir sur la plateforme et qui est en fait un montage un peu façon cassette vidéo. Donc, ça se lance comme un dessin animé. Il y a ma voix qui fait des commentaires et vous pouvez en quelque sorte regarder ça comme un film. C'est la première fois que je fais ça, donc je vais l'utiliser ici sans les commentaires et sans le faire comme un film. Et vous me direz si ça vous semble utile d'avoir ce genre de choses à disposition. Donc, on va s'intéresser aux mesures d'association. Et je commence à la dia numéro 4, donc la suivante Mélanie, par interroger un petit peu une question à laquelle normalement on ne s'interroge pas à l'université. En prof, ça ne parle pas de politique. Et puis finalement, je vais quand même vous parler de politique. Mais je vais vous parler de politique en étant prudent, donc je vais me placer, vous indiquez dans la dia, sous le contrôle d'un maître. Alors ce maître, peut-être bien que vous l'avez reconnu. Ce n'est autre, j'ai appuyé sur le bouton, que Pierre Kroll, mais c'est un maître académique puisqu'il est docteur honoris causa de l'Université de Liège depuis le début de cette année académique. Alors on va voir ce que le professeur Kroll, qui est le dessinateur satirique notamment du journal Le Soir, mais pas que de ça, peut nous dire, qui nous permettra de réfléchir à la politique, mais aussi aux statistiques. J'ai appuyé sur le bouton suivant et on voit apparaître un dessin de Kroll. Et au fond, je vais partir de là pour dresser un petit peu la problématique. La problématique qui va nous intéresser, des mesures d'association. Alors, pourquoi ceci est intéressant? Ceci est intéressant parce que là, on voit un homme politique, vous l'avez reconnu, qui explique à des électeurs potentiels ce qui va arriver si ils votent d'une manière plutôt que d'une autre. Et donc, ce que vous voyez arriver là, c'est un tableau où il y a une colonne à gauche qui dit si nous obtenons en voix 40%, 20%, 100%, alors vous payerez en impôts 40%, 80%, 0%. Et au fond, on va partir de là pour se demander un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme raisonnement sous-jacent et pourquoi est-ce que ce truc peut faire rire les gens, puisque en fait c'est un petit dessin qui est un dessin satirique et qui a pour objet de réjouir ceux qui le regardent. Donc comment ça fonctionne? C'est quoi la mécanique? Pourquoi est-ce que ça peut faire rire ce tableau? En fait, ce qui se passe avec ce tableau, c'est qu'il fait en quelque sorte une suggestion. Je viens d'appuyer sur le bouton. Mais est-ce que Mélanie, tu vois ce que je fais à l'écran? Ou bien, oui, donc je peux arrêter de dire j'appuie sur le bouton? Oui, tu vois ce qui se passe. Ok, ça va. Donc je vais te dire que j'appuie sur le bouton, parce que je vois en général que tu suis. Ok. Et donc, pour répondre à cette question, on va commencer par construire quelque chose. Quelque chose qu'on appelle un graphe bivarié. Vous connaissez d'une manière ou d'une autre cette notion, parce que vous en avez un peu entendu parler par Madame Huet, vous en avez entendu parler, je pense aussi, par Madame Poynings. Ici, on commence vraiment très doucement, comme je le fais d'habitude, on prend vraiment à la racine, et je vous offre, disons, une posture, un regard qui n'est peut-être pas tout à fait le même que celui qu'on a utilisé avec vous jusqu'ici. Alors, je vais appuyer sur la dia, sur le bouton, et on va voir apparaître le tableau du petit dessin. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est porter ça de manière graphique, en se donnant, vous voyez en dessous là, en fait, dans un axe d'abscisse, le score électoral, dont on voit dans le tableau que le score électoral il peut être de 40%, de 20%, voire de 100%. C'est les trois valeurs qui sont dans le tableau. Ces trois valeurs sont des valeurs sur un axe. Et puis il y a une autre valeur dans le tableau, c'est l'autre colonne, c'est ce qu'on va payer en impôt, le taux d'imposition. Et je vois qu'il est indiqué qu'il y a un nombre qui est 40%, un autre nombre qui est 80%, un autre nombre encore qui est 0%. On a un deuxième axe. Et donc en fait, ce que la structure de ce tableau suggère, c'est qu'on a affaire à deux variables.
la variable taux d'imposition et la variable score électoral, et le tableau, il suggère qu'il y a une relation entre ces deux choses-là. Alors cette relation, on va essayer de la concrétiser, on va essayer de la figurer, et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est prendre chaque valeur d'une des deux colonnes, prendre chaque valeur qui lui correspond dans l'autre colonne, et on va considérer que ces deux valeurs sont des repères dans notre système d'axes, et que ces repères dans notre système d'axes permettent de situer un point dans le plan. Donc si par exemple je prends le score électoral de 40%, ça signale une valeur sur l'axe d'abscisse, le score électoral de 40%, l'autre, signale une valeur sur l'axe d'ordonnée, et là où se rencontrent l'axe d'abscisse et l'axe d'ordonnée, il y a un point. Ce point, dans le plan, il correspond à une ligne du tableau où il y avait deux valeurs. Je fais le même exercice pour la chose suivante. On a vu apparaître un point supplémentaire, et je fais encore le même exercice pour la ligne d'après. On voit apparaître encore un point supplémentaire. Donc, le graphe que j'ai fait apparaître, c'est une traduction graphique du tableau. Et le graphe, il dit quelque chose de manière visuellement très claire que suggérait au fond moins bien le tableau. Le graphe, il dit, il existe une relation entre la manière dont vous allez voter et le taux d'imposition que vous allez devoir supporter. Faites gaffe, faites pas n'importe quoi, votez pour moi, et si vous votez pour moi, alors vous paierez peu d'impôts. C'est ça, en fait, le discours de l'homme politique qui est caricaturé ici. Donc, si je fais un petit peu le bilan de ce qu'on va retenir, je vois qu'il y a la notion de graphe bivarié qui fait apparaître un lien qui existe entre deux variables. Un lien qui existe entre deux variables, on appelle ça une covariation. Et dans le graphe, cette covariation, elle est mise en évidence par le fait que la variation d'une variable va de pair avec la variation de l'autre variable. La variation du score électoral va de pair avec la variation du taux d'imposition. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire des différents types d'associations qui peuvent exister entre les variables? Eh bien, je reprends le graphe que j'avais fabriqué grâce au dessin de Kroll, mais cette fois-ci, je le trace un petit peu plus sérieusement, avec un petit peu plus de rigueur. Et vous pouvez voir que les points sont bien mis très exactement à l'endroit où ils doivent être, à savoir 20-80, 40-40 et 100-0. J'ai donc une valeur observée qui est la valeur de score électoral, par exemple 100%, et une valeur observée qui est élevée dans ce cas-là, 100%, qui se trouve liée à une autre valeur observée qui, elle, est basse. Donc, on voit qu'à une valeur élevée, 100%, est associée à une valeur basse, 0%. On voit qu'à une valeur basse, 20%, est associée à une valeur élevée, 80%. Et donc, si on fait un petit peu le bilan de ce qu'on a vu apparaître, on voit que la covariation, elle peut se manifester par le fait que des accroissements d'une variable, par exemple la variable score électoral, correspondent systématiquement à des décroissances de l'autre variable, ici la variable taux d'imposition. Pour le dire autrement, plus une des deux variables s'accroît, plus l'autre variable décroît. C'est un type particulier d'association, c'est un type particulier de covariation. Je passe à la suite et je vous fais apparaître un petit objet qu'on peut trouver dans une quincaillerie, une vis. Une vis à bois en l'occurrence. Cette vis, elle se caractérise par le fait qu'elle a un poids, on peut la peser. Elle se caractérise aussi par le fait qu'elle a une taille, elle a une certaine longueur. Et donc cette vis, je peux la localiser dans un plan poids, longueur. En fait, c'est ce que j'ai fait. Je ne vous ai pas encore montré le plan, parce que je vais faire apparaître une deuxième vis, qui est à un autre endroit du même plan. Pourquoi est-ce qu'elle est à un autre endroit? Parce que son poids n'est pas le même, et parce que sa longueur n'est pas la même. En
fait, elle est plus petite, cette vis-là. Elle apparaît à un autre endroit du plan. Et on voit qu'il y a donc deux axes qui peuvent apparaître, un axe de poids, un axe de longueur. À une valeur de poids correspond une valeur de longueur et vice-versa. Et je vais encore faire apparaître une autre vis qui est encore plus petite. Son poids est plus faible et sa longueur est moins importante. Qu'est-ce que je peux dire de ce que je vois là à propos d'une éventuelle liaison entre la longueur de la vis et le poids de la vis? Mais je peux dire que ça a l'air lié autant que l'homme politique disait que était lié le score électoral avec le taux d'imposition. Mais ici, est-ce qu'on a affaire au même type d'association? Non, puisqu'en fait, à chaque accroissement d'une variable correspond à un accroissement de l'autre variable. Et dans le cas des vis, c'est bien compréhensible, puisque si on a une vis d'une certaine taille et qu'on veut qu'elle soit plus longue, ben il va falloir mettre plus de métal dedans. Et si on met plus de métal dedans, évidemment, ça va peser plus lourd. Plus il y a du métal dans la vis, plus elle pèse lourd, moins il y en a, moins elle pèse lourd. Donc une vis qui, toute chose restant égale, devient de moins en moins longue, elle perd de plus en plus de métal, et si elle perd du métal, son poids décroît. Donc on a une relation tout à fait forte, tout à fait directe, entre le poids de la vis et la longueur de la vis. On a donc vu la notion de covariation, la notion de variation conjointe. On a vu que cette notion de variation conjointe, elle peut prendre au fond deux aspects. Soit un aspect où la covariation est telle qu'à des accroissements correspondent des décroissances, soit un aspect tel que à des accroissements correspondent des accroissements. On va maintenant s'intéresser à un autre concept, le concept de la force de l'association. Jusqu'à présent, on ne s'est pas posé cette question-là. On ne s'est pas posé parce que la notion de force, au fond, elle était évidente. Elle était évidente parce que c'est très direct, la relation entre le poids de la vis et la taille de la vis, et la relation affirmée, fallacieusement par l'homme politique, entre le nombre de voix et le taux d'imposition. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Et je vais essayer de vous le montrer. Voilà que maintenant je vais m'intéresser non plus à des vis, mais à des êtres humains. Parmi les êtres humains, je peux toujours faire des mesures, par exemple des mesures de poids, et je peux aussi faire d'autres mesures, des mesures de taille. D'une personne, je peux dire combien elle pèse, de cette personne, je peux dire combien elle mesure, quelle est sa taille. Alors, je vais appuyer sur le bouton, je vois un système d'axes apparaître. Jusqu'à présent, ça ressemble fort à ce que j'ai dit à propos des vis. Il y a le poids, il y a la taille, il y a les deux axes, et maintenant je vais localiser dans ce plan des individus. Alors voilà trois individus que j'ai localisés dans le plan. J'en ai un qui est grand, plus grand que les autres. C'est un peu comme les vis. Si j'ai un grand humain, il y a plus de matière biologique que dans un petit humain. Et donc si j'ai un grand humain qui a plein de matière biologique à son intérieur, il va peser plus lourd qu'un humain qui a moins de matière biologique en lui. Et donc je vais pouvoir dire la même chose pour les humains que pour les vis. Plus ils sont grands, plus ils sont lourds, plus ils sont petits, moins ils sont lourds. Seulement, les humains, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. C'est pas comme les vis. Si j'appuie sur le bouton, je fais apparaître que parmi les humains, il y en a qui, c'est vrai, sont très grands, mais qui pour autant sont filiformes. Et donc, parmi les humains, il y a des grands minces. Les grands minces, ce sont donc des individus qui ont une taille importante, mais qui ont un poids faible. Donc, chez ceux-là, la relation poids-taille ne fonctionne pas comme chez ceux que j'ai montrés précédemment. Et puis, parmi les humains, je vais appuyer sur le bouton, il y a aussi des petits gros. Chez les petits gros non plus.
la relation ne fonctionne pas de la même façon. Parce qu'ils sont lourds, mais ils ne sont pas longs. Et donc, si je prends simplement cette configuration-ci, je peux comprendre qu'une manière générale, il y a un sens à dire plus il y a de matière biologique dans un être humain, plus il va être lourd. Donc s'il est grand, il y a beaucoup de matière biologique, il va être plus lourd, que s'il est petit, en gros, moins de matière biologique, et donc il va être plus léger. Mais comme il y a des grands minces et des petits gros, ça perturbe un peu le raisonnement. Et donc, ma parfaite relation poids-taille pour les vis, chez les humains, eh bien, elle n'est pas parfaite. C'est ça qui m'introduit à la notion de force de la relation. Chez les vis, la relation est très très forte. La relation est la plus forte que l'on puisse imaginer. Chez les humains, elle est moins forte. Mais qu'est-ce que ça veut dire moins forte? Ben, on ne sait pas trop. Elle n'est pas en tout cas parfaite. Elle n'est pas la plus grande qu'elle pourrait être, la relation. Elle est moins grande que ça. Si j'appuie sur le bouton, je fais apparaître une nouvelle figure, bien connue, qui a en fait une espèce de forme générale qui ressemble un peu à celle d'un cigare, et bien d'un ballon de rugby si vous préférez. Et ça, en fait, c'est quoi cette forme fantomatique qui apparaît? C'est juste un agrégat de points. Ces points, c'est quoi? Ce sont des lieux sur le plan que constituent les deux variables, et chacun de ces lieux représente un individu. Par exemple, une vis, par exemple, un humain. Oui, non, avec les vis, ça ne serait pas comme ça. Avec les humains, oui, c'est comme ça. Il y a une tendance générale à ce que le poids et la taille soient dans une covariation, mais c'est pas parfait. Alors, je appuie sur le bouton, on va arriver les axes de poids, les axes de taille. Et au fond, cette figure-là qu'on a vu apparaître, elle va être importante pour nous parce qu'elle représente quoi? Elle représente une covariation qui existe, mais qui est imparfaite. Donc, qu'est-ce que je peux retenir jusqu'ici? Première chose, un graphe bivarié peut faire apparaître un lien qui existe entre deux variables, une covariation, on l'a vu. La covariation peut se manifester par le fait que les accroissements sont de type décroissance-croissance. La covariation peut se manifester par le fait que les accroissements sont de type accroissement-accroissement, décroissance-décroissance. Et j'ajoute que la covariation entre variables peut exprimer une relation parfaite, c'est le cas des vis. Mais que la covariation entre variables peut exprimer une relation imparfaite, c'est le cas des pourcentages du dessin de Kroll, c'est le cas des poids et des tailles des humains. Donc, il y a là-dedans deux paquets de notions, la notion de covariation avec ses déclinaisons et la notion de force de la corrélation, avec deux exemples très tranchés qui ont été pris, une covariation parfaite et une covariation imparfaite. On passe à la dia suivante, et dans la dia suivante, ça mène quelque chose de nouveau dont on a besoin. C'est l'idée que, puisque la covariation peut être parfaite, mais qu'elle peut aussi être existante mais non parfaite, ça introduit l'idée qu'il peut y avoir un degré de corrélation plus ou moins important. Ça introduit l'idée que la covariation, c'est quelque chose qui peut varier entre quelque chose de parfait et passer par un état imparfait et peut-être par pas de covariation du tout. Donc, c'est beaucoup plus quelque chose qui est un indice qui peut varier, c'est beaucoup plus un gradient qu'autre chose. Donc, la covariation comme gradient, si c'est un gradient, il faut qu'on puisse évaluer, il faut qu'on puisse déterminer si l'intensité de la relation est forte ou faible. Combien forte elle est, combien faible elle est. On ne peut pas rester avec ce paradigme où on a d'un côté la perfection et de l'autre côté l'absence de covariation. Donc on a besoin d'un instrument de mesure de la covariation, et cet instrument de mesure, il a été inventé à la charnière 19e-20e siècle,
et il s'appelle le coefficient de corrélation. Alors le coefficient de corrélation, on va essayer de comprendre ce que c'est. Là vous voyez, j'ai un pierre coulisse qui mesure 1,9. Tiens, comme c'est bizarre. En fait, le coefficient de corrélation, c'est quelque chose qu'on va pouvoir calculer si on utilise une certaine formule. Et cette formule du coefficient de corrélation, vous la voyez apparaître là en bas du transparent. Oh, c'est quelque chose qui est un peu rébarbatif à première vue parce qu'il y a une barre de fraction, d'autres barres de fraction, des parenthèses, une racine carrée, mais si vous regardez un petit peu de manière analytique, il n'y a rien d'effrayant là-dedans. En fait, il y a 5 expressions importantes. Il y a quelque chose qui est une somme de données y, il y a autre chose qui est une somme de données x, il y a le carré de chacune de ces sommes, il y a aussi des données x au carré, des données y au carré, et puis il y a des multiplications de x par des y, et ça c'est quelque chose en gros qu'il faut multiplier l'un par l'autre. Donc il y a 5 choses. Des sommes de données x, des sommes de données y, des sommes de carré des x, des sommes de carré d'y, et des sommes de produits x fois y. Il n'y a rien d'autre dans cette formule. Elle est rébarbative au premier chef. En fait, elle est très facile à utiliser, puisqu'il n'y a que 5 quantités, et encore 5 quantités additives qu'il faut prendre en considération. Donc, l'instrument qu'il manque pour mesurer le coefficient de corrélation, c'est ça, le Pierre coulisse à corrélation. Le Pierre coulisse à covariation, c'est ça. À la diapositive suivante, on voit apparaître un petit bout de droite qui varie de 0 jusqu'à 1. À 1, à la valeur unitaire pour le coefficient de corrélation, va correspondre le genre de petite vignette que vous avez vu apparaître, c'est-à-dire que ça ressemble à la relation entre le poids des vis et la taille des vis. Vous voyez que la relation est parfaite. La relation est parfaite, elle est telle que le nuage de points se confond avec une droite. Cette droite est ascendante, ça veut donc dire qu'on est dans une association de type accroissement va avec accroissement, décroissance va avec décroissance. Eh bien ça, c'est le symbole, si vous voulez, d'une corrélation qui est parfaite et positive. Une corrélation dont le coefficient de corrélation va exprimer la valeur 1, on peut l'observer lorsque le cas du varié est comme ça. Donc je l'ai pu tout à l'heure, la corrélation entre le poids des vis et la taille des vis est parfaite, elle vaut 1. 1, c'est une corrélation parfaite. Là, je viens de faire apparaître une autre image en dessous de la valeur 0. Et vous voyez qu'en fait, dans le cas de cette valeur 0, les points ne s'alignent pas du tout en nuage, les points ils sont dispersés partout dans le plan. Et ça montre une chose, ça montre qu'il n'y a pas moyen d'établir une liaison, il n'y a pas moyen de découvrir une covariation. Il n'y a pas de corrélation. On va dire que le coefficient de corrélation doit indiquer que la corrélation est nulle, elle vaut 0. Je fais apparaître à nouveau une petite vignette, et cette petite vignette, elle est entre 0 et 1. Ben oui, entre 0 et 1, parce que les points ne sont pas alignés selon une droite, comme c'est le cas dans la vignette de droite. Pour autant, ils ne sont pas dispersés dans tout le plan, comme c'est le cas pour la vignette du milieu. On est quelque part entre les deux. La valeur du coefficient de corrélation est quelque part entre 0 et 1. Maintenant, je viens de faire apparaître un autre bout de l'axe, parce que jusqu'à présent, j'ai raisonné comme si la valeur de la corrélation était toujours, certes, comprise entre 0 et 1, mais comprise entre 0 et 1 du côté positif. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, la partie 0, 1, on peut la prendre aussi du côté négatif. Et c'est ce qu'on va faire pour coder un cas de corrélation qui est un cas
d'association d'un type différent de celui qu'on a vu à droite. Dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, quand il y a corrélation, sur ce graphique-là, plus on a une décroissance sur une des deux variables, plus on a une décroissance sur l'autre, plus on a un accroissement sur l'une, plus on a un accroissement sur l'autre. Donc ça varie dans le même sens, mais vous savez qu'il peut exister d'autres types d'associations. Je les fais apparaître. 1, 2. Vous avez à l'extrême gauche un cas où, de manière systématique, lorsqu'il y a un accroissement, il y a une décroissance. Ça, c'est un cas de corrélation qu'on va dire tout à fait systématisée, tout à fait parfaite, et donc égale à 1, mais on va lui affecter le signe moins pour signaler que ça ne va pas dans le même sens. C'est l'autre type d'association. Et là, entre moins 1 et 0, vous avez un cas où à nouveau la corrélation n'est pas parfaite, mais où la tendance générale, c'est que quand il y a un accroissement, il y a une décroissance, et quand il y a une décroissance, il y a un accroissement. Donc là, on va être sur une corrélation imparfaite, mais imparfaite négative. Donc ceci, ça vous donne vraiment le panorama général de tout ce qui peut un peu symboliser les différents types d'associations qu'on peut trouver, de corrélations qu'on peut trouver. Du côté gauche, vous avez les corrélations négatives, du côté droit, les corrélations positives. Et des deux côtés, vous avez des corrélations plus ou moins importantes, des corrélations plus ou moins fortes. Et tout cela va se quantifier donc dans l'intervalle moins 1 plus 1, avec 0 au milieu, 0 absence de corrélation. Je vous donne quelques exemples numériques pour vous familiariser un petit peu avec un feeling de la chose. Vous avez par exemple ici une première série de données. X égale 18, Y égale 8,5, X égale 12, Y égale 7, X égale 15, Y égale 8, et ainsi de suite. Ces couples de valeurs, je les ai fait apparaître sur le graphe bivarié comme des points. Chaque point est un couple de valeurs qui est situé dans le plan grâce à ces coordonnées en X et en Y. Mais évidemment, si je venais à calculer le coefficient de corrélation là-dessus, on le sent bien. D'une part, je vais avoir quelque chose de positif, puisque en gros, les accroissements vont de pair, les décroissances vont de pair. Et d'autre part, cet alignement de points, bien sûr, c'est pas une droite parfaite, mais ça ressemble quand même beaucoup. Eh bien oui, on calcule la corrélation, on voit qu'elle est égale à 0.973, on est vraiment tout près de 1. Je passe à la dia suivante, et dans la dia suivante, j'ai fait exprès de faire en sorte que les liaisons soient moins fortes. On est moins près d'une ligne droite, on est plus près de quelque chose qui ressemble à un ballon de rugby. Je calcule la corrélation et j'ai dans ce cas d'espèce R égale 0.679. Coefficient de corrélation égale 0.679. C'est plus petit. La mesure d'association est moins forte, mais on est toujours dans une corrélation positive parce que l'accroissement va de pair avec accroissement. Je prends encore un autre exemple. Alors regardez, quand on ne voit que le graphe bivarié, c'est vraiment difficile de se déterminer. Est-ce qu'on peut trouver une droite là-dedans? Non, ça ressemble vraiment pas du tout à une droite. Et par ailleurs, est-ce qu'on a cette espèce de forme de ballon de rugby? Il faut vraiment être fort myope pour voir un ballon de rugby là-dedans. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il n'y a vraiment aucune association? On peut répondre par le calcul, et on voit que le calcul nous révèle une corrélation de 0.123. Évidemment, 0.123, c'est pas très élevé. On est plus proche de 0 qu'on n'a jamais été jusqu'à présent. Donc, c'est une corrélation qui tend quand même vers des valeurs qui vont à l'unité. Cependant, c'est non nul. Donc, il y a une corrélation. Et le fait que ce soit positif me révèle que si on veut approcher ces points avec une droite, la meilleure des droites, c'est une droite qui va quand même toujours être légèrement ascensionnelle, gauche-droite. C'est une droite qui va être légèrement montante. Et donc, en gros, on peut dire qu'il y a des accroissements correspondent des accroissements. J'ai appuyé sur le bouton et j'ai des exemples à contrario. Un premier exemple ici, où vous voyez que les points sont très proches d'une droite. R vaut moins 0.915. Accroissement correspond avec décroissance. Un autre exemple ici, difficile de faire son idée
quand on calcule, on voit que c'est moins 0,545, la corrélation est beaucoup moins bonne, elle est toujours négative. Et là encore, un autre exemple, franchement, on ne se trouve pas à l'œil. On peut vous dire que la corrélation vaut moins 0,099. Bon, c'est vraiment petit comme corrélation. Effectivement, c'est difficile de voir une droite là-dedans. Cela étant, il y a quand même une corrélation non nulle, elle est négative. La tendance générale est que les décroissances vont avec des accroissements et vice-versa. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que le coefficient de corrélation, il varie en fonction de quoi? Il varie en fonction de l'intensité de la relation. Et ça va de relation parfaite où R est égal à 1 à relation inexistante où R est égal à 0. Alors on a la possibilité d'avoir R compris entre 0 et 1. Le lien entre les accroissements, soit les accroissements sont convergents, et je peux dire R égale 1, R égale 0, etc. Ou bien alors les accroissements sont divergents, et là ça doit mettre un signe devant mon coefficient de corrélation. Et c'est le signe qui indique la divergence, accroissement versus décroissance. Et je vous ai remis les petites vignettes, vous photographiez ça, vous le mettez dans la mémoire, et vous n'aurez plus besoin de réfléchir beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Question suivante. Des relations qui existent entre corrélation et causalité. Ce qu'on peut en dire, c'est que quand il y a causalité, il faut s'attendre à ce qu'il y ait corrélation. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé des vis, c'est assez simple. Si la quantité de matière est accrue, toute chose restant égale, je vais avoir plus de matière, et puisque j'ai plus de matière, alors par voie de conséquence, je vais avoir plus de poids. Il y a une relation de causalité entre la quantité de matière et le poids. Et il y a aussi une relation de causalité entre la longueur de la vis et la quantité de matière, et donc par transitivité, il vient une relation de causalité entre la longueur de la vis et le poids. On pourrait même dire entre le poids de la vis et la longueur, mais ce serait un peu plus faveur. Donc dans ce cas-là, on peut retenir que s'il y a causalité, alors il y a corrélation. Alors, revenons un petit peu à la question que j'avais posée, qui était au fond, pourquoi est-ce qu'on rit en entendant un homme politique dire « Si vous votez pour moi, alors vous aurez d'autant moins d'impôts que vous avez beaucoup voté pour moi. » Pourquoi on rit? Parce qu'en fait, il exprime la corrélation comme une relation de cause à effet. Et évidemment, on peut douter du fait que l'effet en termes de nombre de voix va se traduire par une décroissance du pourcentage d'impôt. On peut en douter. Et on rit parce qu'on doute de sa parole. On rit parce qu'on doute de l'automaticité de cette relation entre le nombre de voix et la baisse de l'impôt. Alors, revenons un peu à notre homme politique, là. Il s'adresse donc à des électeurs, en espérant que les électeurs aient une action électorale, et en espérant que cette action électorale ait une action sur les impôts. Oui. Donc, j'avoue, c'est pas grave, je commence à perdre un peu la raison, j'ai cru que la porte bougeait. Donc, ce qui est exprimé par la diase, c'est la relation de cause à effet. La relation de cause à effet, c'est pour ça qu'on rit, c'est parce qu'en fait, on n'y croit pas. Et donc, c'est bien qu'il y ait une relation de causalité derrière cette idée de corrélation. Et donc, il faut faire gaffe à cette relation de causalité en lien avec la relation de corrélation. Prenons un exemple. La relation causale entre les maladies mentales et l'écoute de la radio.
Question, est-ce que le fait d'écouter la radio, ça rend fou? Évidemment, vous allez tous me dire, ben non, pas du tout. Bien sûr, vous allez me dire ça, et vous avez sans aucun doute raison. Pourtant, dans les années 40-50, des sociologues ont étudié la corrélation entre la vente de postes de radio et la détection de maladies mentales. Ils ont fait ça en Grande-Bretagne et ils ont calculé le nombre de postes de radio achetés certaines années et le nombre de maladies mentales détectées cette année-là. Et ils ont fait ça sur plusieurs années de référence. Donc voilà le nombre de centaines de milliers de récepteurs en service versus le nombre de maladies mentales déclarées pour 100 habitants. Et vous avez ici le tableau de données. Donc, en 1924, il y avait 13 000 récepteurs disponibles en activité, et il y avait 8 malades mentaux sur 100 habitants. En 1925, 20 000 postes de radio, 8 malades mentaux sur 100 habitants. En 26, 23 contre 9. En 27, 25 contre 10. En 28, 27 contre 11, et ainsi de suite. Et vous voyez en fait le tableau bivarié, le graphe bivarié qui correspond à ces données. Alors, ce graphe bivarié suggère quelque chose, évidemment. Ce graphe bivarié, il suggère une corrélation. On voit bien que les points ont tendance à être un peu à la parade, comme dans certains exemples que j'ai donnés précédemment. Question, est-ce qu'il y a une corrélation? Ben, on va la calculer, évidemment. On va la calculer et on va voir que cette corrélation est de 0,992. Donc la corrélation est de 0,99 entre le nombre de postes de radio et le nombre de maladies mentales. C'est là qu'il faut faire gaffe, parce qu'à l'évidence, on est ici devant une relation causale qui ne tient pas. Pourtant, on est devant une corrélation importante. Alors, est-ce que c'est faux ce que j'ai dit tout à l'heure, à propos de la liaison conceptuelle entre corrélation et relation de cause à effet? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai dit une bêtise? En fait, non. Mais j'ai volontairement produit une imprécision. En fait, si il y a relation de cause à effet, alors il y a corrélation. Mais la réciproque n'est pas vraie. Si il y a corrélation, il n'y a pas forcément relation de cause à effet. Et c'est ce que cet exemple-ci montre. Donc, si vous voyez une corrélation, peut-être qu'elle a été produite par une relation causale, mais peut-être pas. Par contre, si vous êtes en face d'une relation causale, alors vous devez trouver une corrélation. Et donc, c'est la différence entre les conditions nécessaires et les conditions suffisantes. L'apparition d'une causalité est condition suffisante pour faire apparaître une corrélation. Le constat d'une corrélation n'est pas condition suffisante pour affirmer qu'il y a une causalité. Prenons un autre exemple. Enfin non, prenons pas un autre exemple, essayons de décortiquer un petit peu ça. Donc si on se pose la question de savoir est-ce que la radio rend fou ou bien est-ce qu'il faut être fou pour acheter la radio, ben non. Donc en fait, il n'y a pas de relation causale entre les deux. Il y a peut-être des relations bizarres entre les deux, mais il n'y a pas de relation causale. Mais pourtant, évidemment, on peut se demander comment ça se fait alors qu'il y a quand même une structure mathématique de corrélation. Ben, s'il y a une structure mathématique de corrélation, c'est probablement parce que l'évolution du nombre de postes de radio et l'évolution du nombre de maladies mentales détectées sont toutes les deux influencées par un corpus de variables uniques. Bon, allez, appelons ça le progrès par exemple, et c'est clair que depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui,
On a fait énormément de progrès dans la conception de ce que c'est que la maladie mentale. À cette époque-là, on disait encore, bon, ben, il y a des fous, il faut les mettre dans les asiles. Aujourd'hui, on ne dit évidemment plus ça. On a défini la maladie mentale, on a beaucoup mieux compris la maladie mentale, on a compris comment elle évoluait, on a compris qu'elle peut être soignée, traitée, parfois guérie. C'est pas une espèce de handicap prédhibitoire, c'est pas une espèce d'état que le sujet présente. Donc, il y a eu un progrès dans la conception de la maladie mentale. Simultanément, les postes de radio à lampe, les postes de radio à galène, ça n'existe plus. On est même un peu au-delà des postes de radio à transistor, on a tout un tas de petites choses remplies de circuits intégrés, et puis maintenant la plupart d'entre nous écoutent la radio sur des téléphones plutôt que sur des postes de radio. Donc il y a eu d'énormes progrès. Mais prenons ça, si vous voulez, comme variable, un de tout, je le reconnais, mais on pourrait la décortiquer. Le progrès évolue à partir de 1924 jusqu'à 1940. Et l'évolution du progrès général fait évoluer le nombre de postes de radio, il fait aussi évoluer le nombre de maladies mentales détectées, mais il fait aussi évoluer les automobiles, et puis il fait aussi évoluer les moyens de communication, le téléphone, etc. etc. Tout ça évolue. Est-ce qu'il y a une relation entre le nombre de voitures qu'on vend et le nombre de maladies mentales? Évidemment non. Par contre, ces deux variables-là sont influencées par un accord causal. C'est ça qui fait qu'on peut constater des corrélations alors qu'il n'y a pas de relation causale entre les variables corrélées. Mais on peut expliquer que cette corrélation existe quand même parce qu'il y a une ou des variables tierces qui agissent de la même manière sur l'une et l'autre variable qu'on observe et qu'on voit corrélée. C'est une explication, ça, du fait qu'il peut y avoir corrélation sans causalité directe. Et une autre explication, c'est que si vous prenez une liste de données au hasard et une autre liste de données au hasard, et que vous échantillonnez beaucoup, mais il va bien arriver un moment où vous aurez une liste qui sera 1, 2, 3, 4, 5, et l'autre liste qui sera 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Ou bien la première liste 1, 2, 3, 4, 5, et la deuxième liste 7, 8, 9, 10, 11. Et donc, par hasard, ça peut arriver que l'on ait de la corrélation. Par hasard, ça peut arriver que l'on ait des structures mathématiques pareilles, sans qu'il y ait d'explication causale à donner. Donc, la corrélation peut exister parce qu'il y a une relation causale indirecte, ou bien peut exister parce que le jeu de fluctuations du hasard a fait apparaître des structures mathématiques similaires ou identiques, bien qu'il n'y ait pas de relation causale. Alors, dans le nouveau graphe qui apparaît, avec deux axes rouges, là, on voit un autre exemple. Vous avez en ordonnée le nombre de médecins présents plus de 20 minutes par mois dans un lieu déterminé. Et vous avez en abscisse le nombre de décès constatés par mois dans ce lieu-là. Donc, prenons par exemple un lieu, le local de Charleroi. Est-ce qu'il arrive souvent qu'on y constate des décès? Ça dépend du cours. En stade, ça arrive. Heureusement, pas souvent. Donc, c'est un nombre faible. Est-ce qu'on voit souvent des médecins dans cette salle-là? Non, parce qu'en général, les gens sont morts avant d'avoir pu être sauvés à cause du cours de stade. Donc, est-ce que dans le local de Charleroi, il y a souvent des médecins et est-ce qu'il y a souvent des décès? Il n'y a pas souvent des médecins et il n'y a pas souvent des décès. Est-ce que dans ce local de Mons, il y a souvent des médecins? Non. Est-ce qu'on constate souvent des décès? Non. Donc, peu de décès, peu de médecins. Maintenant, on va se déporter un petit peu vers le bout du boulevard qui s'amorce là-bas dans les lointains, et nous allons atteindre un endroit avec une jolie façade, avec des petites fleurs sur la façade. C'est un endroit où il y a beaucoup de personnes âgées, c'est un home où on accueille
âgées. Et prenons par exemple un lieu qui est la salle à manger de cette seigneurie. Est-ce qu'il y a souvent des médecins qui viennent? Ben, quand même, oui. Il y a assez souvent des médecins qui viennent visiter les personnes âgées qui sont là. Est-ce qu'il arrive que l'on constate des décès dans cette maison? Ben, oui, hélas, il arrive que l'on constate des décès, et c'est relativement fréquent, parce qu'évidemment, les personnes âgées ne sont plus en excellente forme, et il peut leur arriver des choses désagréables. Donc, est-ce qu'il y a souvent des médecins? Assez souvent. Est-ce qu'il y a souvent des décès? Assez souvent. Maintenant, on continue un peu plus loin sur le boulevard. Il y a l'hôpital là-bas. À l'hôpital, est-ce qu'il y a souvent des décès? Mais oui, parce que quand on va à l'hôpital, c'est que c'est grave, évidemment. Et donc, souvent, on constate des décès à l'hôpital. Et à l'hôpital, est-ce qu'il y a beaucoup de médecins? Mais oui, avec ça, c'est tout plein. L'hôpital est tout plein de médecins. Donc, si j'essaie de représenter ça, je vois par exemple un lieu comme un supermarché, il y a peu de décès, il y a peu de médecins. Un lieu comme un home, il y a moyennement des décès, il y a moyennement des médecins. Et un lieu comme un hôpital, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de décès. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir qu'il y a une corrélation. Il y a une corrélation entre le nombre de décès et le nombre de médecins. Donc, si je suis toujours dans mon erreur originelle, je vais dire quoi? Ben, je vais dire, bien évidemment, méfiez-vous des médecins, car les médecins tuent. Et non, ça va toujours, et ils ne le font pas exprès. Non, les médecins ne tuent pas. C'est pas ça qui se passe. C'est pas qu'il y a une relation de cause à effet direct entre le nombre de médecins et le nombre de maladies. Par contre, ce qu'il y a, c'est une variable. La variable, c'est la maladie. En gros, la maladie. Est-ce que ça va mieux comme ça? En gros, la maladie, elle provoque le décès, et la maladie, elle convoque le médecin. Et donc, c'est parce qu'il y a cette variable-là qu'on va constater la relation entre médecin et maladie. Mais il n'y a pas de relation causale entre un décès, pardon. Il n'y a pas de relation causale entre les deux. La relation causale, elle est avec une troisième variable. Donc ça donne ce schéma-là que vous voyez apparaître avec la maladie qui est causale, causale de la présence du médecin, causale du décès du patient, mais il n'y a pas de causalité directe entre l'une et l'autre. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir? Le constat d'une corrélation importante entre deux variables ne permet pas d'inférer l'existence d'une relation causale. Le coefficient de corrélation mesure en effet les liens entre les structures mathématiques. Ces liens, ils peuvent soit être provoqués par l'existence d'une causalité entre les deux variables, soit être le fait du hasard, soit être le résultat de l'action de variables extérieures qui agissent simultanément sur les deux variables à l'étude. Et donc c'est ça qui est important d'avoir bien en tête, c'est qu'il y a trois types d'explication d'une corrélation importante. Parmi ces trois, il y a la causalité directe, il y a la causalité indirecte, et il y a le hasard qui fait que les structures numériques se ressemblent sans qu'il y ait de raison systématique pour ça. J'aborde maintenant un nouveau point, celui qui est relatif aux relations conceptuelles entre la corrélation et la prédiction. Corrélation et prédiction. Si je reviens à la parole de l'homme politique décroquée par Kroll, en fait, ce qu'il dit, c'est ici au présent, si vous votez pour moi, alors dans le futur,
il y aura moins d'impôts. Et donc, en fait, il se situe dans une perspective qui est une perspective de type prédictif. Ce qu'il fait, c'est dire qu'il y a une relation par mon tableau entre les votes et l'impôt, mais évidemment, ce qu'il affirme est une promesse. Une promesse, c'est quelque chose que l'on dit qui sera vrai dans le futur. Donc, dire que cette liaison existe, c'est faire une prédiction à propos de ce qui va se passer. Ceci vous met un peu en appétit pour percevoir que la notion de corrélation est liée intimement à la notion de prédiction. J'ai le graphe suivant qui vient d'apparaître et l'on voit ici un graphe bivarié, XY. On voit des points, je ne suis pas sûr que vous les voyez bien ici quand même, on voit des points qui apparaissent en gris, et on voit qu'il y a une droite verte là qui passe à travers tout, et au fond, du point de vue de la corrélation, ça va très bien, parce qu'on voit que les points ils sont presque parfaitement alignés, presque. La corrélation donc est forte, elle n'est pas strictement égale à 1, mais elle est sûrement très proche de 1. Nous sommes avec ce nuage de points dans le cadre d'une relation corrélative très bonne. Si je prends une valeur de x que je connais et que je me demande quelle devrait être la valeur de y lui correspondant, par exemple, supposez que je fasse passer à des enfants le test que M. Lisan a imaginé il y a fort longtemps. C'est un test qui interroge le prémice cognitif de la lecture. Et donc, c'est un test qu'on peut passer à 5 ans. On regarde si les enfants ont de bonnes aptitudes symboliques, on regarde s'ils savent discriminer des formes différentes, etc. Toutes choses dont on a besoin sur le plan cognitif pour apporter à l'opération de lecture. Mais ils ont 5 ans et on n'est pas encore entré dans leur apprendre de lecture. Donc, on fait une mesure. On fait une mesure de ce qu'ils sont capables de faire. Et puis après, un an après, on les remesure, mais on les remesure dans leur capacité en lecture. Et qu'est-ce qu'on voit? Puisque le test est bien fait, on voit qu'il y a une relation corrélationnelle importante entre le test qui est passé à 5 ans et celui qui est passé à 6 ans. Et donc, grâce à la batterie de 10 ans, on peut faire des prédictions parce que, à partir d'un x connu, par exemple de la valeur que l'enfant a à 5 ans, on peut prédire la valeur qu'il aura un an après, parce qu'on connaît bien la relation corrélationnelle entre les deux mesures. Donc, à partir d'un x connu, je peux aller chercher le y qui devrait lui correspondre. Je peux prédire le y. Alors, j'ai l'autre question qui arrive. À partir d'un x connu, que vaudrait y? Pour y répondre, je prends mon nuage de points. Vous voyez que ma flèche jaune la monte jusqu'à mon axe. Et puis, elle dévie de l'autre côté pour arriver sur l'axe des y. Et je réponds à ce x que je connais doit correspondre le y qui est là indiqué sur l'axe d'ordonnée. Ça, c'est le mouvement intellectuel qu'on fait quand on se livre à de la prédiction. On a donc un x connu, un y prédit. Dans le cas que je viens de prendre en exemple, je n'ai pas d'inquiétude, je vis serein et tranquille. Pourquoi? Parce que mon nuage de points, il est tel que il y a très peu d'ambiguïté. À partir d'un x que je connais, je vais avoir un y qui est prédit, et point voilà, c'est tout. La corrélation, en d'autres termes, est très bonne, et donc ma prédiction est très sûre. Maintenant, on va imaginer un autre cas de figure, celui qui apparaît maintenant. Là, je n'ai pas des points alignés à la parade. Pas du tout. Et donc, si je pars d'une certaine valeur de x connue, et que j'applique le même calcul, je pose la question que voudrait y, je fais monter ma ligne jaune, et puis alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, au point de l'axe d'abscisse
correspondant à mon x connu, il y a un certain nombre de points qui pourraient correspondre sur l'axe des y. Et j'ai montré que ça délimite un segment de l'axe des y, un segment qui est borné par les deux points de flèche jaune qui arrivent sur l'axe des y. Donc dans ce cas-ci, lorsque je prédis mon y, je sais que je le prédis avec une incertitude. Je sais qu'il y a sans doute dans ce segment un point qui est le point le plus probable, et les points qui sont le moins probables. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, je sais que je vais pouvoir définir un intervalle de confiance, et que je vais pouvoir dire à partir de ce y, à partir de ce x, je peux poser que le y sera entre temps et temps, et j'ai tant de chances sur 100 de me tromper en faisant ça. Et évidemment, comment est-ce que je vais apprécier les chances de me tromper? En utilisant la valeur de la corrélation. Puisqu'on a compris que plus la corrélation est grande, plus la prédiction est sûre. Donc, la prédiction est ici incertaine. Les y prédits varient dans un intervalle. Qu'est-ce que je peux retenir? Lorsqu'une corrélation est constatée, on peut faire des prédictions. Prédire, c'est estimer à partir d'une valeur que l'on connaît, une des deux variables, ce que devrait être la valeur de l'autre, qui est inconnue. La qualité des prédictions dépend de la force du lien entre les deux variables. Plus la corrélation est élevée, plus sûre est la prédiction. Et donc, si on va un peu résumer tout ça et conclure, on peut dire qu'on a vu en résumé qu'un graphe varié peut montrer une association. Cette association peut se caractériser par des accroissements qui correspondent à des accroissements ou des accroissements qui correspondent à des convergences, à des croissances. On a vu que l'association peut être plus ou moins forte. On a vu une manière de la mesurer, le coefficient de corrélation. On sait qu'il mesure la force de l'association en valeur absolue, mais qu'on lui donne un signe positif qui indique une association de type accroissement convergence négatif divergent. Une valeur comprise entre 0 et 1, association parfaite versus absence d'association. On a vu que la corrélation ne signifie pas causalité, mais on a vu que la liaison entre deux variables permet de prédire la valeur de l'une si on connaît la valeur de l'autre. On a constaté que la prédiction était d'autant plus fiable, d'autant plus sûre, que la corrélation est élevée. Ça, c'est le bilan de ce que je viens de vous dire. Alors, vous avez vu que c'est très découpé. C'est très découpé parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, j'ai fait ça un montage qui tombe tout seul, et donc vous l'aurez sur la plateforme avec des explications et tout, et vous pourrez regarder ça comme un film. Et ce que je voudrais bien tester avec vous, c'est que vous me disiez ce que vous en pensez. Peut-être que vous êtes un peu embêtés. D'ailleurs, il y en a qui ont regardé autre chose que ce que je racontais, parce que j'ai été vraiment très lentement. Ce que j'aimerais bien que vous me disiez, quand vous aurez l'occasion de regarder un peu ça, c'est si ça vous est utile d'avoir le montage genre dessin animé. Alors maintenant, je vais faire un peu la même chose, mais de manière différente, pour aller un petit peu plus loin. Et donc, Mélanie, je prends l'autre montage, celui que je t'ai envoyé.